bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va durer 1 heure sur la blockchain et l'économie circulaire. Et donc, ça sera donc avec Alex Joly de Cryptosphère, voilà, qui va être le modérateur des animateurs du webinaire. Et donc, nous avons la chance de recevoir donc Julie Klein de Suez et Jérémy Renaud, donc consultant du cabinet ID. Voilà. Bonjour. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes, 1 minute ou deux, et de vous présenter qui est Wallcrypt et ce qu'on fait. Et ensuite, on laissera la parole à Alex qui va vous présenter Cryptosphère et qui va donc tenter l'exercice d'expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la blockchain. Voilà, en l'espace de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Et puis ensuite, on laissera la parole à Jérémy qui donc parlera de l'économie circulaire et de Julie qui va présenter un vrai cas d'usage au sein de Suez sur la blockchain. Alors, donc, pour présenter Wallcrypt, eh bien, Wallcrypt, qui sommes-nous? Alors, Wallcrypt, c'est donc une société qui est spécialisée dans le secteur de la blockchain et de son écosystème. Et donc, vous pouvez retrouver notre activité sur wallcrypt.com, puisque nous sommes en fait un journal d'actualité sur l'emploi, la formation et la vulgarisation sur tout ce qui va toucher le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie, mais quand même beaucoup plus particulièrement sur la blockchain. Alors, nous avons aussi donc une plateforme, justement, job.wallcrypt.com, une plateforme dédiée à l'emploi et la formation. Donc, pour les personnes qui recrutent dans le secteur, dans ces secteurs, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez déposer vos offres d'emploi, mais également, pour ceux qui cherchent, eh bien, il y a actuellement des entreprises qui recrutent, allez visiter le site job.wallcrypt.com. Alors, donc, nous organisons des webinaires maintenant depuis à peu près 3 ans sur les cas d'usage. Donc, c'est la blockchain sur un sujet donné. L'objectif n'est pas forcément de parler de la technique, mais c'est vraiment d'expliquer ce que peut apporter la blockchain dans un secteur donné et en quoi c'est intéressant. Et vous pourrez trouver nos webinaires sur notre chaîne youtube.com/wallcrypt. Alors, la semaine, j'en profite du coup pour vous annoncer que la semaine prochaine, le prochain webinaire sera dans le domaine de l'art, la blockchain et le domaine de l'art. Alors, j'en profite également pour vous informer, faire un peu de promotion, je dirais, sur une activité sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois. Nous allons donc lancer en fait un jeu de société sur la blockchain, un jeu de société qui a pour vocation d'expliquer de manière très simple ce qu'est la blockchain, mais également la crypto-monnaie, le minage, la DeFi. Donc ça, c'est un jeu qui est adapté pour tout le monde, aussi bien donc pour les particuliers, mais pour les entreprises qui souhaitent découvrir ce secteur, donc pour les étudiants, pour les centres de formation, pour les entreprises qui souhaitent aussi informer le personnel. Et donc, en s'amusant pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on va, voilà, celui qui va gagner la partie, celui qui aura le plus de coins. Et donc, le jeu est plein de surprises et en même temps, je dirais, donc, très pédagogique. Et en parallèle donc, à ce jeu, nous allons lancer le livre Wallcrypt, 50 experts vous expliquent la blockchain. Donc, un livre de vulgarisation qui va permettre, pendant la partie, pourquoi pas, mais même en dehors de la partie également, donc comprendre, je dirais, donc les notions essentielles sur cette technologie. Voilà, donc c'est un livre, je dirais, donc, et un jeu qui vont être commercialisés via une plateforme de financement participatif. Et nous allons donc lancer ça sur Kickstarter. Donc, vous pouvez aller voir donc, directement à partir de wallcrypt.com, vous avez les liens ou wallcrypt.game. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitent, je dirais, donc acquérir le livre ou le jeu, je vous invite à aller sur le site internet. Alors, le modèle économique, très rapidement, de Wallcrypt, on est donc une agence. Notre modèle économique, c'est être une agence de marketing digital spécialisée dans le secteur de la blockchain, à savoir qu'on fait du référencement naturel Google, par exemple, spécifique aux entreprises de ce secteur. Ça peut être, par exemple, pour une start-up qui va faire du minage, par exemple, ou une start-up qui va lancer un token, voilà, et qui nous confie leur dossier sur le référencement naturel.
Et on travaille aussi la partie e-réputation, c'est-à-dire gestion de la marque, aussi bien à travers les réseaux sociaux, les noms de domaine et gestion de la première page sur Google. Voilà. Bon, avant de démarrer, ben, je remercie en tout cas les partenaires je dirais, de ce webinaire, notamment donc, Comité Blockchain, donc l'association des étudiants qui est basée au Canada, Cryptosphère, donc l'association des étudiants en France que va présenter Alex, le site internet Being Crypto et le journal La Tribune. Voilà, donc ben, écoutez, je vais maintenant laisser la parole à Alex qui va présenter ben, qui est Cryptosphère et puis enfin qui va se présenter, qui va présenter qui est Cryptosphère et voilà, expliquer la blockchain. Je te laisse la parole et je te laisse prendre la main, Alex. Alors, je peux fermer Oui, oui, tout à fait, vas-y. Super. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Alex Joly, je suis étudiant à l'Institut Télécom Business School. Je suis également membre de l'association Cryptosphère dans le pôle études et rédaction. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'association maintenant. C'est une association qui est sur plusieurs campus, école d'ingénieurs, école de commerce, qui a au moins 250 membres aujourd'hui et qui est spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies, mais aussi l'IA, l'IoT, donc les objets connectés, et également la réalité virtuelle. Donc nous, on essaye de vulgariser au maximum la blockchain, les crypto-monnaies, mais aussi les autres technologies disruptives. Et donc, voilà pour la petite présentation rapide de Cryptosphère. Je vais aussi, je pense, d'abord vous laisser tout le monde se présenter avant de parler de la blockchain, je pense. Oui, bah, je sais pas si je commence tout de suite la présentation ou... Non, mais tu peux commencer la présentation, on va se présenter au fur et à mesure. Ça marche. Bah, du coup, je charge rapidement. Donc, je vais commencer par faire une petite présentation de ce qu'est la blockchain. Donc, je vais essayer de faire ça au plus simple et au plus efficace. C'est une technologie assez complexe, mais on va essayer de résumer ça assez rapidement. D'abord, je vais commencer par une petite définition de blockchain France qui résume assez simplement la technologie. Donc, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Et donc voilà, c'est ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'on a certains mots-clés, donc transparence, décentralisation et sécurité, qu'on a pu voir par exemple justement si on regarde sur la slide précédente, donc transparence, sécurisation, sécurisé, et sans organe central de contrôle, c'est très important. Pour revenir rapidement, la transparence, pourquoi? Parce que en tant que technologie de stockage, beaucoup de technologies de stockage en fait sont pas transparentes. On peut pas avoir accès à chaque information dessus. Sur une blockchain, vous avez accès à toutes les informations, euh, toutes les transactions qui sont faites dessus. Donc, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dessus, soit en téléchargeant la blockchain, soit en regardant sur ce qu'on appelle des explorers de blockchain, des sortes de Google des différentes blockchains qui existent. Donc voilà, la décentralisation aussi très importante parce que ça assure qu'il n'y ait pas un organe de contrôle qui puisse avoir tous les pouvoirs sur les données, qui est en capacité de la modifier, qui est en capacité d'en faire de la vendre ou de faire tout un tas de choses. Cette décentralisation est très importante, elle fait partie des valeurs fortes aussi de cette technologie. Et la sécurité, c'est une technologie aussi qui a fait ses preuves en termes de sécurité, justement. Si vous regardez les grandes blockchains comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres, aucun hack n'a pu avoir lieu réellement sur ces blockchains-là. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent grâce à différents validateurs, différents ordinateurs qui sécurisent le réseau. Et il y en a tellement en fait que aujourd'hui, si on veut hacker une blockchain, il faudrait avoir en, avoir en possession au moins plus de 50% des ordinateurs disponibles, ce qui est tout simplement pas vraiment possible en termes de puissance. Euh, donc voilà, donc la blockchain, elle a été à l'épreuve de beaucoup de choses, de tentatives de hack et tout un tas de choses. Et encore aujourd'hui, on regarde les plus grosses, et il y a pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, la blockchain, c'est une technologie qu'on peut pas modifier. Donc voilà, toute l'idée de la sécurité, c'est qu'on peut pas modifier toutes les informations qu'on peut retrouver là-dessus.
Un autre élément très important aussi quand on parle des blockchains, c'est ce qu'on appelle les consensus. Ce qui permet la sécurité de la blockchain, c'est donc les validateurs. Les validateurs, ce sont ceux qui vont permettre d'ajouter de nouveaux éléments sur une blockchain. Comment les validateurs vont s'y prendre? Ils vont s'y prendre grâce à un consensus qui est propre à chaque blockchain. Donc, si on regarde en fait Bitcoin, par exemple, qui est la première blockchain à avoir vraiment fonctionné, elle fonctionne grâce à un consensus qui s'appelle le proof of work. C'est une méthode qui va pour lier donc voilà une blockchain, une chaîne de blocs. Chaque bloc contient des informations. Le proof of work va lier en fait chaque bloc les uns avec les autres grâce à une méthode de calcul très complexe en résolvant des calculs cryptographiques. Enfin, voilà, sans rentrer dans le détail. C'est un processus qui est très énergivore et souvent on fait un peu un petit peu en disant que la blockchain consomme beaucoup, mais en réalité c'est ce consensus-là qui consomme beaucoup. Et aujourd'hui, toutes les autres blockchains essayent en majorité de sortir un peu de ce consensus consommateur en énergie pour se diriger vers des solutions comme le proof of stake. Le proof of stake, c'est un consensus un peu différent qui fonctionne grâce à l'enjeu et qui, du coup, consomme beaucoup moins d'argent enfin d'argent, pardon, d'énergie, parce que finalement, c'est ceux qui ont entre guillemets le plus d'enjeux, qui mettent leur argent en jeu, qui ont le plus à perdre dans ce modèle-là. Donc, du coup, ils vont être encouragés à valider de la bonne manière sans vouloir faire du mal au réseau, les blocs. Cette solution-là, en fait, elle permet, par exemple, si on prend l'exemple d'Ethereum, qui est une solution, une blockchain proof of work, qui consomme beaucoup aussi, elle est en travail pour se diriger vers une version 2.0 avec une migration du consensus vers le proof of stake. Cette migration, on estime que 99% de l'énergie consommée aujourd'hui pour le proof of work pourrait être réduit grâce au proof of stake. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, on a plusieurs autres consensus, proof of history, proof of validity, qui sont vraiment tous très différents et ça sert pas vraiment à grand-chose de s'attarder à eux. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que voilà, si vous avez une blockchain, c'est pas la blockchain qui va consommer beaucoup d'énergie, c'est son consensus. Aujourd'hui, la majorité des blockchains se concentrent vers des consensus qui sont très peu consommateurs en énergie. Et donc voilà. Ensuite, pour finaliser un petit peu cette présentation rapide de ce qu'est la blockchain, on parle aussi des applications. La première application qu'on a pu connaître, c'est celle avec Bitcoin encore, avec le transfert d'actifs numériques. On transfère de la valeur grâce à une blockchain. Mais pas seulement, on peut aussi transférer des certificats, euh, des, euh, des, des contrats ou tous les autres éléments qu'on peut numériser. Euh, grâce à une blockchain, on peut les transférer euh, de manière sécurisée. Une autre application, c'est les contrats intelligents. Les contrats intelligents, il faut les voir vraiment comme des programmes qui vont en fait se lancer automatiquement quand une condition a été résolue. L'exemple le plus utilisé, on va dire, pour illustrer ça, c'est si vous avez réservé un vol pour une compagnie aérienne et que ce vol est annulé, vous allez être remboursé directement en fait, sans avoir à faire, par exemple, toutes les démarches administratives. Vous allez être remboursé automatiquement grâce à un contrat intelligent qui aura repéré qu'il y ait un retard de vol ou l'annulation du vol et va donc vous rembourser vu que dans le contrat c'était précisé. Donc il y a plein d'autres applications. Par exemple, si vous tout simplement à partir du moment où un élément n'a pas été validé, alors il y aura une autre condition qui va faire que vous allez être remboursé ou il va se passer quelque chose de différent. Donc voilà pour cette deuxième application. Et la troisième application, et je pense qu'on va en parler davantage, c'est la traçabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une blockchain, c'est donc on pourrait le comparer aussi à un livre de compte, c'est une technologie de stockage d'informations, mais ça permet donc grâce à la blockchain, on peut savoir exactement par chaque étape par laquelle un élément est passé. Donc on peut suivre en fait un double numérique d'un élément ou simplement un actif numérique très facilement grâce, comme je l'avais dit, à la transparence du réseau en regardant sur un Explorer ou en le suivant de différentes manières. Donc voilà, trois applications dans laquelle la blockchain enfin, on peut appliquer une blockchain dessus.
Et donc, par la suite, après, il y a plein de secteurs qui peuvent être intéressés par ces applications, et notamment donc, l'économie circulaire. Et je pense que je vais laisser Jérémy continuer sur cette partie-là. Très bien. Merci Alex. Donc, je me présente, Jérémy Renaud. Donc, je suis dirigeant de l'entreprise ID, qui est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation des déchets et la création de boucles d'économie circulaire. Mais j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que l'économie circulaire? Alors, il y a deux définitions qui existent, qui sont à peu près couramment utilisées. C'est celle, déjà, la première, c'est de la Fondation Ellen MacArthur, qui expose que l'économie circulaire est un cycle de développement positif, continu, qui préserve et développe le capital naturel, optimise le rendement des ressources et minimise les risques systémiques par la gestion des stocks et des flux de ressources. Un système qui demeure efficace, quelle que soit l'échelle. C'est bien, mais c'est pas très clair. Voilà, honnêtement, c'est compliqué, et pour vous l'expliquer, on va essayer celle de l'ADEME. Alors, celle de l'ADEME, c'est un système économique d'échange, de production qui, à tous les stades du cycle de la vie de produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, et tout en permettant le bien-être des individus. C'est déjà un peu plus clair. Donc, on va essayer de rationner un petit peu les choses. Dans la définition de l'ADEME, il y a 3 grands axes: l'offre des acteurs économiques, la demande et les comportements des consommateurs, et la gestion des déchets. Et sur ces 3 grands axes tournent autour 7 piliers qui sont exposés tout autour de de la roue que vous avez en face de vous, du petit graphique. Donc, c'est l'extraction et exploitation des achats durables, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et, bien sûr, le recyclage. C'est déjà un peu plus clair. Je vais faire des raccourcis pour que tout le monde puisse aborder la chose simplement. Pour moi, l'économie circulaire, c'est un concept où, dès la création de produits manufacturés, on prend en considération l'impact environnemental, la durabilité et la fin de vie du produit. Voilà, on va essayer pour le moment de rester là-dessus pour simplifier la chose. Sachez quand même que l'économie circulaire et la gestion des déchets, c'est une préoccupation européenne qui a développé en 2017 un paquet économie circulaire ambitieux à horizon 2030. Donc, en gros, c'est 65% des déchets municipaux qui doivent être recyclés, 75% des déchets d'emballage qui doivent être recyclés, et 10% maximum des déchets municipaux mis en décharge de stockage. Donc, ça, c'est des chiffres issus de l'ADEME. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà une mouvance, il y a déjà une action portée par l'Europe et par même la communauté des consommateurs qui veulent à se placer dans quelque chose de beaucoup plus durable, une économie beaucoup plus verte, entre guillemets. Donc, en France, il y a un pôle de compétitivité de l'économie circulaire, de l'innovation pour l'économie circulaire, qui s'appelle Team 2, qui a 5 domaines d'activité stratégiques, donc les métaux stratégiques et terres rares, les plastiques et les déchets organiques, les minéraux, les équipementiers de recyclage et les boucles d'économie circulaire. En gros, c'est un pôle qui gère, qui vous aide à développer vos projets avec une labellisation, avec des ateliers, des webinaires, des tables rondes, un bulletin de veille hebdomadaire et bien sûr une animation en réseau. Voilà. Donc là, rapidement, ID, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un bureau d'études spécialisé en valorisation de déchets. Donc, c'est créé en 2017 et on va dire 3 grandes activités. Les projets de valorisation de déchets, donc là, on se passe plus dans les aspects un petit peu curatifs, c'est-à-dire que quand la fin de vie n'a pas été prise en considération dans la fabrication du produit, ID essaye de trouver des nouvelles façons, des nouvelles matières à valoriser et surtout des nouveaux débouchés. On fait aussi des créations de boucles d'économie circulaire, c'est-à-dire que là, au lieu de s'occuper du déchet, on essaye d'avoir une éco-conception du produit avec une durabilité importante et bien sûr une fin de vie qu'on a envisagée dès le début. Et on intervient aussi dans tout ce qui est ingénierie du traitement de déchets, donc sur les lignes de tri, en tant qu'AMO auprès de gestionnaires et détenteurs de déchets.
pour aider à créer des lignes innovantes et à fort taux de valorisation de déchets. Voilà, tout en gardant en tête qu'un déchet n'est viable que si jamais on lui ajoute une valeur ajoutée à la fin du process de valorisation. Donc, on intervient pour qui? Pour les collectivités, les professionnels du déchet, les entreprises de distribution, les startups, les industries, les associations, en gros, pour l'ensemble des acteurs étant amenés à gérer ou à générer des déchets, notamment ceux qui vont bientôt être soumis aux responsabilités élargies du producteur. On est agréé CII et CIR, donc crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, et voilà une partie des gens qui nous ont déjà fait confiance. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de la blockchain pour l'économie circulaire? Déjà, petit rappel, les déchets, c'est des flux qui sont très importants. Sur l'année 2020, on estime à peu près les flux des déchets à 300 millions de tonnes, soit 4,1 tonnes par an et par habitant. Pour l'image, si on met l'intégralité de ces déchets de l'année 2020 dans des camions, on fait 2 fois le tour de la Terre. Uniquement pour les déchets en France. En comparaison, la demande en sable, c'est-à-dire pour la création du BTP, enfin pour la création de béton, pour l'utilisation en sable de remblai et tout ça, en 2019, elle est estimée à 400 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on a quasiment une balance entre les déchets et le sable. Donc, je peux vous assurer que c'est un marché dans l'ensemble des déchets qui est considérable. Et ces déchets sont des véritables matières. Quand on parle de déchets, bien souvent, on a toujours un a priori négatif, sauf que les déchets, c'est élaboré à partir de matières premières. Il suffit juste de détricoter un petit peu ce déchet et afin de faire de nouvelles matières secondaires qu'on va pouvoir traiter, valoriser et bien sûr intégrer dans des nouveaux produits. Alors, maintenant, l'interférence entre la blockchain et l'économie circulaire. Donc, il y a 5 principaux cas d'utilisation de la blockchain: la traçabilité, les services de paiement et instruments financiers, la protection des informations d'identification personnelle, les services liés au contrat et à la résolution des litiges et les programmes de fidélisation des clients. Pour moi, il y a 2 grands axes importants, c'est-à-dire la traçabilité et les services liés au contrat et la résolution des litiges, mais aussi il y a un 3e axe qui peut être intéressant, en tout cas, c'est le programme de fidélisation des clients, lié notamment à une méthode de récompense en cas de bon tri. On va le voir un petit peu plus loin dans les différents cas d'usage. Alors, en termes de traçabilité, donc ça, il y a un petit graphique qui est intéressant que j'ai pris sur le site Mbansi. Ça vous montre en gros les différents types d'informations qu'on peut récupérer grâce à la blockchain sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est ce que vous avez en gris sur ce petit schéma. Hein, donc, ça va de la fabrication des produits jusqu'au recyclage. Vous avez votre cycle qui est là. Et en gros, grâce à la blockchain, on peut récupérer les informations sur les ressources, sur les conditions des travailleurs, sur l'empreinte carbone, sur la collecte, même sur le recyclage. Donc, c'est une transition numérique d'informations sécurisées et infalsifiables, une base de données de l'historique des échanges entre les utilisateurs, le stockage des informations relatives aux déchets, et une transparence complète, et ça c'est très très important, tout au long du cycle de valorisation des déchets. Alors, concernant les services liés au contrat et à la résolution des litiges, là j'ai essayé de phosphorer un petit peu. Je me suis dit, dans quelles conditions ça sera intéressant? C'est intéressant si jamais on arrive à avoir une impossibilité de perte ou de falsification des bordereaux de suivi de déchets. Sachez qu'à chaque fois qu'un déchet va d'un endroit A à un endroit B, il doit être suivi par un bordereau de suivi de déchets. Et cette chose-là est très importante pour connaître la traçabilité. Donc, si tout est digitalisé, blockchainisé, c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de litiges. La non-nécessité de refaire des analyses avec la reprise des matières. Si on connaît la composition du déchet, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on arrive à réceptionner un déchet sur notre site de faire des analyses qui sont déjà chronophages et assez coûteuses. Il y a une facilité de commande des matières premières secondaires, c'est-à-dire des matières
recyclé, entre guillemets. Donc, c'est suivant un cahier des charges de reprise qui peut tout à fait être donné et comparé avec les caractéristiques de ces déchets. Et on a une augmentation de la réactivité en cas de non-conformité des matières et un règlement rapide des litiges. Clairement, ça a une portée assez importante. Hein. Voilà. Pour le moment, c'est les deux axes. Je vais vous présenter maintenant quelques cas d'usage d'utilisation de la blockchain dans l'économie circulaire à l'échelle mondiale. Déjà, on a une catégorie qui est déchets et crypto-monnaies, c'est-à-dire le système de récompense que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'application Zloop vise à récompenser les utilisateurs qui recyclent correctement les matériaux dans des points de dépôt qui sont dédiés et indiqués sur l'application. Et ils ont développé également un système de récompense à base de crypto-monnaies qui vous permet d'aller dans des magasins qui sont partenaires de l'application Zloop et d'acheter des biens. Aujourd'hui, je pense que mes données datent un petit peu, mais on a référencé 6000 utilisateurs dans 33 pays. Sachez que c'est une application qui est basée à l'heure actuelle à Dubaï, mais qui a un rayonnement mondial. Voilà. Donc, la blockchain est actuellement utilisée pour le recyclage des plastiques. Alors, on a BSF avec la blockchain ReciChain qui utilise des marqueurs de plastique et ça donne des codes barres chimiques dans ces plastiques et on connecte les caractéristiques de ce marqueur, avec un jumeau numérique et ce qui nous permet d'augmenter la traçabilité de ces plastiques. On a donc une prolongation du cycle de vie des plastiques marqués et une assurance de la validité des certificats apportés par ReciChain. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que vous avez votre plastique, vous avez une carte d'identité annexée à ce plastique. On a également au Japon un programme qui s'appelle Blue Plastic. Donc, c'est développé par IBM et Asahi Kasei Pharma. Désolé pour mon japonais. Alors là, c'est vraiment dirigé vers les utilisateurs finaux avec un souci d'information. Vous avez un QR code sur l'emballage et que vous scannez. Et vous avez une confirmation du taux d'utilisation du plastique recyclé dans l'emballage et vous avez l'information du processus de recyclage qui va en découler une fois que cet emballage a été dans votre poubelle. On a également dans l'industrie automobile Porsche qui travaille avec Circularize. Alors Circularize, c'est une blockchain qui est assez présent, notamment dans le recyclage des plastiques. Mais là, j'ai choisi cet aspect-là. Donc, cette application-là est surtout pour mesurer l'empreinte environnementale et remonter jusqu'à l'origine des plastiques. Donc, ça marche un petit peu pareil. On a une numérisation de l'eau, de matériaux qui sont numérisés sur la blockchain. On a la création d'un jumeau numérique qui comprenne vraiment l'empreinte environnementale. Et ensuite, on a une mise à jour de ce jumeau numérique qui est accessible par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et qui reflète l'ensemble du processus de fabrication. Donc, c'est pareil, on a également une carte d'identité des plastiques dans les voitures Porsche. On a également Volvo qui travaille avec la blockchain Circulor. Et là, cette blockchain-là, elle est vouée à une traçabilité à 100% du cobalt dans la nouvelle voiture entièrement électrique de Volvo. Donc, c'est le XC40. Donc, voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune batterie qui puisse sortir du scope de la blockchain. Alors, les autres types d'applications, on a Dopolyuréthane et Shemshen. Donc, Dopolyuréthane, c'est des Américains. Et là, c'est pour aider les recycleurs à valoriser les matelas en fin de vie. Et cette blockchain sert vraiment à identifier la composition du matelas à chaque étape du cycle de vie.
Et l'avant-dernière application que je vais vous parler, c'est Demand Deal, The Movement et la blockchain Aware. Donc, c'est une initiative néerlandaise. Et là, ils utilisent la technique de blockchain dans l'habillement avec la fabrication de jeans. Alors, ça comporte 4 étapes. D'abord, on active le traceur. Ensuite, on active le traceur sur le fil tissu. On utilise ce fil pour fabriquer n'importe quel produit. Là, en l'occurrence, c'est des jeans. Et on utilise un dispositif de balayage unique une fois que le produit est commercialisé, est en attente de commercialisation. Et voilà. Et si jamais on arrive à identifier le marqueur Aware, si jamais on arrive à identifier le marqueur, on a une étiquette Aware, donc ça veut dire blockchainisé et en gros valorisé sur l'empreinte digitale. Voilà. Cette solution peut être également appliquée sur les polyesters. Alors, il y a une dernière application dont je vais vous parler, mais c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Julie. C'est la traçabilité des bouts de stations d'épuration avec Suez et Circular Chain. Merci Jérémy, merci à tous de vous être connectés. Ravie d'être parmi vous. Je suis Julie Klein. Je suis responsable d'offres digitales chez Suez Smart Environmental Solutions dans la section digitale de Suez. Et effectivement, je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter un cas d'usage vraiment très concret qui est fonctionnel, qui tourne déjà chez nous, Suez, et qui concerne la traçabilité des bouts d'épuration. Alors, je vais vous montrer quelques slides et puis je vous ferai aussi une démonstration de l'outil de manière à ce que ça devienne vraiment très concret. Voilà, donc le produit qu'on a, le service qu'on a lancé, il s'appelle Sludge Advanced. Sludge, ça veut dire les bouts d'épuration en anglais. Trusted by Circular Chain. Circular Chain, c'est le nom de la blockchain. Et l'idée, en fait, c'est d'allier à la fois le digital, parce que vous allez voir que dans ce cas d'usage, on était dans un monde qui n'était pas très digital à la base. Hein. Donc, on a allié le digital et la blockchain pour révolutionner la gestion et la traçabilité de la valorisation des bouts d'épuration. Alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiers avec les bouts d'épuration. Donc je vais d'abord représenter le contexte afin que vous compreniez bien quels sont les enjeux, en quoi est-ce que la traçabilité est indispensable et en quoi est-ce que la blockchain a un réel apport dans ce cadre-là. Donc les bouts d'épuration, ce sont des coproduits du traitement de l'eau. Hein. Quand vos eaux usées quittent votre maison, votre appartement, partent dans les égouts, elles sont traitées dans des stations d'épuration. Et ces stations d'épuration produisent de l'eau propre et des bouts. Des bouts d'épuration qui sont composés essentiellement de micro-organismes, mais également de beaucoup d'éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore, le potassium et dans certains cas, éventuellement, de micropolluants. C'est possible, c'est réglementé, mais c'est possible. Hem, donc ces bouts d'épuration, représentent en France 7 millions de tonnes tous les ans, donc c'est pas rien, c'est un sacré gisement même, dont, non pardon, représente 10 millions de tonnes, excusez-moi, et 7 millions de tonnes sont épandues. Épandues, ça veut dire qu'elles retournent dans les champs. Elles sont épandues dans les champs, au même titre que des lisiers, des fumiers, des fertilisants, chimiques. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu, c'est la valorisation de ces 7 millions de tonnes. Hem, alors pourquoi est-ce que les bouts d'épuration sont utilisés aujourd'hui en fertilisation agricole? C'est bien ça, hein, dont il s'agit. Parce qu'à la fois, il y a un aspect, économique, comme bien souvent, un aspect environnemental et un aspect agronomique et je vais vous expliquer ça. La valorisation des bouts d'épuration dans les champs, donc la valorisation agricole des bouts d'épuration, ce sont des boucles qui sont vertueuses pour le territoire. Déjà, c'est une pratique qui est bien moins onéreuse que la plupart des autres pratiques possibles pour se débarrasser, si je puis dire, des bouts. Si on partait en incinération, eh bien, le prix serait 4 à 5 fois plus cher, ce qui impacterait d'environ 15 centimes votre mètre cube d'eau. Donc quand vous payez votre mètre cube 3,50 € ou 4 €, là-dedans, il y a bien sûr la part assainissement, donc il y a la part valorisation des bouts. Si elle était incinérée, la facture augmenterait de 15 centimes par mètre cube environ. Il y a un enjeu environnemental puisqu'en fait, on est sur des boucles courtes. Les bouts d'épuration sont produits dans la station d'épuration de votre commune ou de votre collectivité et sont réutilisés dans un rayon très proche, en général à moins de 30 km ou 40 km. Donc on est vraiment sur des boucles courtes. Ça remplace évidemment l'apport de fertilisants chimiques ou issus de mines.
chimiques, c'est l'azote, issu de mines, c'est le phosphore sur lequel il y a une tension mondiale très forte aujourd'hui. C'est une ressource, j'allais dire en voie de disparition, c'est une ressource rare, le phosphore, et pourtant elle est indispensable pour les plantes, pour la croissance des plantes. Et puis après, il y a un enjeu agronomique, puisqu'évidemment, les boues contiennent de l'azote, du phosphore, du potassium, qui sont 3 éléments qui sont indispensables à la croissance des végétaux et donc à notre alimentation, tout simplement. Les boues en France, ça représente environ 8 000 tonnes d'azote et pardon, 6 000 tonnes d'azote et 8 000 tonnes de phosphore qui sont ramenées dans les champs tous les ans et qui remplacent des engrais de synthèse et des engrais issus des mines. Voilà. Donc on est dans cet enjeu-là. C'est pour ça que les collectivités aujourd'hui qui ont la main sur la valorisation des boues d'épuration, pour la plupart, souhaitent perdurer dans ces filières de valorisation agricole, pour des aspects, comme vous l'avez compris, économiques, environnementaux et agronomiques. Alors, face à tout ça, on est quand même sur une filière agricole qui aujourd'hui a besoin de se de renaître, de se revaloriser, de montrer patte blanche. On a un besoin accru, tous, hein, autant qu'on est citoyens, dans notre alimentation. On a un contexte réglementaire qui est de plus en plus contraignant. La réglementation est en pleine évolution encore actuellement pour les boues d'épuration. Les exigences des consommateurs sont toujours plus contraignantes et toujours plus exigeantes. On dit aujourd'hui, hein, que vous faites vos courses, et moi aussi, avec une main sur le caddie, l'autre sur le smartphone pour scanner des QR codes, des codes barres, etc. Savoir ce que vous allez acheter ou pas d'ailleurs, hein, dans certains cas on n'achète pas. Il y a beaucoup de labels, il y a beaucoup de traçabilité, etc. Donc on a une forte exigence de la société civile et des pouvoirs publics sur de la traçabilité, sur de la confiance de ce qu'on va manger. Et en fait, tout ce qui rentre dans un champ finit de manière indirecte dans votre assiette. Voilà. Donc face à tout ça, on s'est dit qu'aujourd'hui, en tout cas c'est notre position chez Suez, on s'est dit qu'aujourd'hui il y avait des incontournables pour favoriser l'économie circulaire. Favoriser l'économie circulaire, ça veut dire pour nous, ça veut dire donner confiance et amener de la transparence. Si on souhaite que des matières premières secondaires puissent être réutilisées en lieu et place de matières premières vierges, eh bien, il faut donner confiance. Vous n'allez pas avoir la même confiance quand vous achetez de la résine de plastique vierge, si vous êtes un industriel du plastique, que quand vous allez acheter, donc, dont vous connaissez les qualités intrinsèques et vous n'avez aucun doute sur la qualité sanitaire et environnementale, que quand vous allez acheter de la résine de plastique recyclée, dont vous connaissez moins bien la vie avant que cette résine arrive chez vous. Donc là, vous avez besoin de transparence, vous avez besoin de confiance sur cette matière. C'est vrai également pour un citoyen, hein, quand vous achetez un objet de seconde main, quand vous achetez quelque chose qui n'est pas neuf, vous avez besoin de transparence et de confiance. Voilà. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est en tout cas dans les boues d'épuration, on en est à la traçabilité plutôt manuelle, que je dirais même des fois papier, crayon, téléphone, tableur Excel pour condenser tout ça. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui dans la plupart des cas dans les boues d'épuration. C'est un peu schématique, hein, bien sûr, il y a des outils informatiques qui aident, mais globalement, c'est quand même ça. Cette traçabilité, elle est réglementaire. Elle est réglementaire, mais elle repose encore une fois sur des outils qui ne sont pas immuables, sur des données qui ne sont pas infaillibles, qui ne sont pas non modifiables. Donc nous, on a voulu aller un peu plus loin, amener de la traçabilité qui va être immuable avec justement la blockchain. On a voulu aussi amener de la transparence. La transparence, c'est pouvoir donner des informations en temps quasi réel à toutes les parties prenantes d'un projet, quelle que soit l'information, que ça soit une bonne ou que ça soit une mauvaise nouvelle d'ailleurs, être transparent sur ces informations. Et la transparence, on l'amène via un portail de supervision de la valorisation de ces boues, qui est un portail dédié à la fois pour les agriculteurs, pour les collectivités, pour les syndicats, etc. Pour les opérateurs, bien sûr, des usines et des stations d'épuration. Et puis la confiance, c'est encore la couche d'après, c'est ce que je vous disais, c'est la blockchain. En fait, une fois qu'on a amené de la digitalisation, qu'on a amené de la transparence en donnant à voir les données, eh bien on peut dire je vais donner confiance dans ces données, je vais les notariser en les enregistrant dans la blockchain et du coup en garantissant qu'elles n'ont pas été modifiées. C'est un petit peu ce qu'aujourd'hui, ce qui drive notre vision sur comment est-ce qu'on peut favoriser, comment est-ce qu'on peut encourager l'économie circulaire, c'est en amenant de la transparence et de la confiance. Alors, je vais revenir un petit peu sur Sludge Advanced, Trusted by Circular Chain. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers de ce qu'est une boue d'épuration. Malgré tout, c'est important de bien le comprendre. Donc, vous avez ici une infographie sur ce que deviennent vos eaux usées en sortant de chez vous. Donc, en sortant de chez vous, elles sont collectées dans les égouts. Elles sont amenées aux stations d'épuration, elles sont traitées. Je vous disais donc de l'eau propre d'un côté, des boues d'épuration de l'autre. Ces boues sont alors transportées essentiellement par camion. Et puis elles sont valorisées. La valorisation, elle peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être du retour au sol
avec ou sans compostage préalable. Ça peut être également la méthanisation et les digestats de méthanisation, c'est-à-dire la fraction organique qui reste quand on a digéré des bouts. Donc vous avez du biogaz qui part et de la fraction organique. Et ben, ces digestats peuvent également retourner au sol. Et puis dans certains cas, les bouts d'épuration, notamment quand elles sont industrielles, elles peuvent être incinérées ou vraiment dans des cas extrêmement rares, elles peuvent être enfouies. Donc l'idée, de notre service, c'est de pouvoir tracer la totalité de cette chaîne à partir de la sortie de la station d'épuration, donc qui est l'usine qui produit finalement, ces matières, jusqu'à leur valorisation finale, essentiellement leur valorisation agricole puisque c'est là où on a le plus besoin de confiance, puisque ça va impacter notre alimentation. Voilà, donc Sludge Advanced Trusted by Circular Chain va tracer ces étapes-là. Sortie de station d'épuration, les différents transports, les stockages, les valorisations, les transformations ultérieures et cetera et la valorisation finale. Voilà ce qu'on trace. Alors, un petit schéma, donc ça a été bien expliqué et merci Alex et merci Jérémy pour les explications avant. Je pense que vous avez compris la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transfert d'informations et sa caractéristique, c'est qu'elle est infalsifiable, enfin que la donnée qui est rentrée dans la blockchain est infalsifiable et en fait, dans notre cas d'usage, ça a une importance, vraiment cruciale, ça a une importance de donner de la confiance, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vous ai fait 2 schémas. Le premier, c'est le schéma que vous voyez à gauche, c'est, la manière dont ça pouvait se passer avant qu'on mette la blockchain en place. Donc on avait l'ensemble des parties prenantes, de l'écosystème de valorisation des bouts d'épuration. Donc c'est qui ces gens-là? C'est le laboratoire qui fait les analyses, c'est le transporteur, qui transporte les bouts, c'est, l'entreprise de travaux agricoles qui va épandre les bouts, c'est évidemment la station d'épuration qui produit les boues, mais c'est aussi la collectivité sur laquelle, sont épandus les boues, les associations de citoyens, les associations de riverains, et cetera. Tous ces gens-là peuvent envoyer des données à l'opérateur qui est Suez ou un autre opérateur, hein, ça peut être Veolia, ça peut être la SOR, et cetera. Cet opérateur récupère ces données, les consolide, hem, souvent dans un fichier Excel, puis ensuite les transmet à la collectivité et à la représentation de l'État. Heu, Ce qui est un petit peu gênant dans cette manière de fonctionner, c'est que l'opérateur finalement, il a la main sur les données et que dans certains cas, il pourrait être amené, à modifier la donnée. Voilà. C'est ce qu'on veut éviter et du coup, c'est pour ça qu'on met en place la blockchain. Dans le cas de la blockchain, donc c'est le schéma que vous avez à droite, l'ensemble des parties prenantes, laboratoires, transporteurs, agriculteurs et cetera, opérateurs, envoient tous leurs données dans la blockchain. Les liens de traçabilité, sont réalisés grâce à des règles métiers que nous avons mis en place au début du contrat tous ensemble. Du coup, un événement individuel est lié avec un autre événement individuel, donc une analyse est reliée avec un stock de boue, et cetera, grâce à ces règles métiers et la donnée n'est pas modifiée. Donc la collectivité, les services de l'État, quand ils reçoivent les données, eh bien, ils sont sûrs que c'est la donnée originale, non modifiée. Voilà, donc c'est vraiment ça a une forte importance, hein, puisque, vous avez confiance dans la donnée qu'on vous fournit. Alors du coup, bon, la blockchain, vous l'avez compris, c'est un registre distribué, immuable, qui est générateur de confiance, ça a été bien dit avant. Dans le cas de Sludge Advanced, en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place 3 types d'outils. On a mis en place un outil de collecte des données, puisque je vous l'ai dit au début, le monde de la gestion des bouts d'épuration, c'est un monde qui est pas très digital. Donc si on veut avoir de la donnée fiable en temps réel, qui vient directement de la personne qui fait l'action, eh bien, il faut digitaliser la donnée sur le terrain. Donc c'est la mise en place d'applications mobiles, pour les transporteurs, pour les agriculteurs, pour les épandeurs de boue. Donc dans leur tracteur, ils ont un téléphone avec une appli et ils peuvent dire en direct, «Oui, j'ai fait ci, je valide, je signe» et ça part, la donnée part dans la blockchain. Hem, une fois que toutes ces données, sont arrivées dans la blockchain, on les sécurise, on les notarise dans Circular Chain, la blockchain de l'économie circulaire et on fait la traçabilité entre les événements, les uns des autres. Et ensuite, on restitue les données, sous un format notamment cartographique, puisqu'on est dans un monde, où la cartographie a encore une forte importance pour les bouts d'épuration. Donc c'est le portail, Sludge Advanced, qui présente, sous forme, parcellaire, avec, des échelles différentes, justement cette restitution, d'informations. Je vais vous faire une démo, après vous comprendrez mieux. Alors du coup, par rapport à ça, donc nous avons mis en place 3 outils, innovants pour cette transparence et cette confiance. Je vous l'ai dit, c'est l'application mobile qui dématérialise la collecte, des données sur le terrain. C'est la plateforme blockchain qui garantit la fiabilité des données et puis c'est le portail, de supervision Sludge Advanced qui permet d'accéder en continu et quasi temps réel, aux différentes données. Voilà, je pense que maintenant je vais vous faire une petite démo, ça vous permettra de vous faire une idée. C'est une démo qui dure à peu près 2 minutes, et ensuite je reprends le cours de ma présentation. L'application mobile permet une collecte digitale des données sur le terrain. Elle remplace les documents papier et apporte de l'instantanéité.
Ici, je suis connecté en tant qu'entreprise de travaux agricoles et je visualise mon planning d'épandage. Aujourd'hui, je vais prendre 3 parcelles chez 2 agriculteurs différents. Commençons par la première parcelle. Un ensemble d'informations pré-renseignées par les opérateurs de stations d'épuration décrivent la prestation à réaliser et notamment la dose à respecter. Dans une seconde partie de formulaire, l'entreprise de travaux agricoles décrit l'épandage réalisé et envoie en un clic ces informations vers Circular Chain, la blockchain de l'économie circulaire. De son côté, Circular Chain consolide et sécurise l'ensemble des étapes de la chaîne de valorisation des boues d'épuration, décrites par des acteurs divers tels que des entreprises de travaux agricoles, des laboratoires ou des transporteurs. Une fois sécurisées dans la blockchain, ces étapes sont reliées les unes aux autres grâce à des règles métiers. En cas de doute de contamination sur une parcelle, cela permet d'accéder en toute confiance à la conformité des boues en remontant la chaîne de valeur jusqu'aux analyses via les transports et les lots de boue. Maintenant, connectons-nous sur Sludge Advanced, le portail de supervision de la valorisation organique des boues à destination des producteurs de boue, des agriculteurs et des services de l'État. Le portail restitue notamment le suivi des épandages en toute transparence grâce à une carte interactive. Sur la carte sont affichées les différentes communes du périmètre et les nuances de couleurs permettent de suivre l'avancement des campagnes d'épandage. Par exemple, si un habitant de la commune de Nozay se plaint d'odeurs qui pourraient être liées au boue, le producteur de boue est en mesure d'affirmer que cela ne peut pas être lié à l'épandage des boues, car les communes en gris ne sont pas dans le prévisionnel d'épandage. Par ailleurs, les utilisateurs sont en mesure d'accéder en toute autonomie aux détails de chacune des communes, de chaque parcelle et enfin de chaque exploitation agricole. Voilà pour la démo. J'espère que ça vous a un peu éclairé, hein. L'objectif, c'était pas tout vous présenter, mais c'était que vous puissiez avoir un aperçu, de l'outil, afin que ça devienne un peu plus concret. Alors du coup, merci Romain, pour le pour le commentaire tout simplement incroyable, c'est gentil, merci. Hem, alors du coup, il y a des bénéfices, hein, pour toutes les parties prenantes en fait, on est quand même très tourné vers l'usager. L'objectif, c'est pas de faire un outil pour nous, Suez, bien qu'on soit opérateur, nous, de station d'épuration, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être tourné vers, l'usager, mais surtout l'écosystème, les parties prenantes. Donc les parties prenantes dans le monde des boues d'épuration, ce sont les agriculteurs, bien sûr, les collectivités, les industriels qui sont producteurs de boue et bien sûr les services de l'État. Alors, les agriculteurs, pourquoi? Parce que les agriculteurs, c'est quand même eux qui réceptionnent les boues à la fin. C'est eux qui valorisent les boues qui sont issues de nos eaux usées. Et du coup, sans agriculteurs, il n'y a plus d'épandage. Donc le monde de la boue s'écroule. Donc l'idée, c'est d'offrir un service aux agriculteurs pour qu'ils puissent piloter l'apport des fertilisants, de ce qui arrive dans leurs parcelles en temps réel, de manière simple, avec une cartographie et puis surtout de manière ultra fiable. Les deuxièmes bénéficiaires, ce sont les collectivités et les industriels, donc ceux qui produisent les boues d'épuration via leurs stations d'épuration. Donc l'idée pour eux, c'est de pérenniser des filières, hein. Je vous ai expliqué au début, hein, les enjeux économiques qui sont extrêmement forts. C'est aussi d'avoir une supervision autonome des boues. Je dis autonome, c'est important parce que jusqu'à présent, les collectivités, les industriels, ils ont un rapport PDF souvent en fin de mois, voire en fin d'année. Ils savent pas trop ce qui se passe entre-temps. Là, on leur offre une supervision en temps réel. De pouvoir être réactif en cas de sollicitation, vous l'avez vu. Ça peut être une sollicitation citoyenne, mais ça peut être aussi une suspicion de contamination d'une parcelle, tout simplement. Bonduel, qui récupère des légumes d'une parcelle, a une suspicion de contamination. En 3 clics, on remonte au lot de boue qui a été épandu il y a 2 ans sur cette parcelle, l'analyse qui est afférente et cetera, et toutes ces données étant enregistrées dans la blockchain, on est sûr qu'elles n'ont pas été, falsifiées. Et puis bien sûr, ça permet d'anticiper la réglementation qui est en train de changer. Et enfin, pour les services de l'État, c'est faciliter, le contrôle de la conformité des filières, puisqu'on a toujours les services de l'État en contrôle, hein, donc on leur facilite un petit peu le travail. Alors le service a été prouvé, hein. Aujourd'hui, Nantes Métropole, c'est la première collectivité, qui, bénéficie de ce service depuis plus d'1 an, depuis même 1 an et demi maintenant. On a 10 autres collectivités industrielles qui en bénéficient. Sur Nantes Métropole, il y a 150 agriculteurs qui sont engagés, le laboratoire Auréa qui fait les analyses, donc qui enregistre ces données directement dans la blockchain. Et puis en 2020, ça représentait, pour information, 50 000 tonnes de boue qui ont été tracées dans Circular Chain, 400 tonnes d'azote et 300 tonnes de phosphore. Voilà.
Donc Nantes Métropole, je vous le disais, le service il est fonctionnel depuis janvier 2020. Donc on a le vice-président de Nantes Métropole qui nous fait la gentillesse de témoigner et qui nous dit tout simplement qu'il est ravi de l'innovation qu'on peut apporter et que du coup la traçabilité via la blockchain des bouts favorise l'usage local et circulaire des coproduits du traitement de l'eau. Donc on est vraiment dans une boucle courte, locale, et donc dans l'économie circulaire, l'économie de la réutilisation. Voilà, et puis tout simplement pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que, Sludge Advance, c'est un exemple, concret que je voulais vous présenter. Il y en a plein d'autres. Il y en a surtout plein d'autres qui sont à écrire ensemble avec vous. Vous avez forcément des idées, des exemples, des envies, des pain points dans vos domaines d'activité où vous vous dites: «La traçabilité, elle est pas parfaite, elle manque de confiance, on aimerait, y ajouter un petit peu de transparence» et cetera. Bah, venez nous voir, hein, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. On fera un plaisir de vous répondre et puis de vous aider sur vos sujets. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe privé LinkedIn qu'on vient de lancer, qui s'appelle How Can Blockchain Help Shape a Sustainable Environment, qui est un groupe LinkedIn qui vise à la fois les professionnels de la blockchain et les professionnels de l'économie circulaire et qui vise à créer une saine émulation et un débat constructif et apporteur d'idées entre ces deux métiers. Voilà, donc on vous y attend avec grand plaisir. Voilà de mon côté, j'en ai fini. Jean-Luc, je te repasse la main. Merci Julie pour cette superbe présentation extrêmement intéressante. Et puis ben, aussi également Jérémy, j'irai donc la présentation de l'économie circulaire et puis Alex pour l'exercice aussi d'expliquer la blockchain. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, voilà, donc je vois qu'il y a peut-être des questions qui sont en train d'être posées. Qui sont là. Voilà, Alex, je te laisse gérer. Donc, ouais, on a une petite question de Frédéric sur Circular Chain. D'abord, enfin, qui développe et sécurise la blockchain? Et donc, est-ce que c'est une blockchain publique, privée ou permissionnée? Enfin, voilà. Oui. Merci Frédéric pour cette question de connaisseurs, d'experts. Alors, Circular Chain, c'est une blockchain qui a été lancée l'automne dernier, donc à l'automne 2020, lancée par Suez. Mais comme vous le savez, une blockchain, ça n'appartient pas à Suez. L'objectif est bien d'en faire une blockchain de consortium, donc une blockchain permissionnée, pour reprendre vos termes. Qui a développé, très concrètement, qui a développé Circular Chain, c'est un de nos partenaires qui s'appelle Crystal Chain, hein, qui est une société française qui développe des applications de traçabilité. Donc Crystal Chain, en fait, ils se sont occupés de développer la plateforme blockchain que je vous ai montré dans les 3 outils. La plateforme blockchain. Par contre, toute l'expertise générale, c'est-à-dire les applications mobiles terrain, les portails de restitution et puis l'expertise du métier et mettre tout le monde ensemble, etc., ça c'est nous, Suez, qui le faisons. Voilà. Aujourd'hui, on s'est appuyé sur Crystal Chain pour la partie vraiment plateforme blockchain. Et donc c'est une blockchain permissionnée. D'accord. Et justement, la question qui en découle, pourquoi utiliser Circular Chain plutôt qu'une blockchain? Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire avec Circular Chain, c'est comme je vous disais, une blockchain de consortium. C'est vraiment d'engager les acteurs dans un consortium et de créer un écosystème de confiance. En fait, c'est ce que permettent aussi les blockchains de consortium. Bien sûr, on aurait pu s'appuyer sur une blockchain publique, c'est pas le souci. Mais on trouve plus pertinent d'être dans pas un microcosme, c'est pas ça, mais un écosystème d'acteurs engagés qui sont dans la chaîne de valeur des bouts d'épuration et du coup qui vont s'auto-gérer, s'auto-consensuiser si je puis dire. C'est pas vraiment un très joli terme, mais enfin ça se comprend. Voilà. Après, il y a la question aussi énergétique qui pour nous est importante. On est extrêmement vigilant sur les consommations énergétiques de nos solutions digitales. On ne fait pas du digital pour du digital. On a quand même en arrière-plan toujours la question de l'économie circulaire et bien sûr de la transition environnementale et donc de l'économie d'énergie. Et aujourd'hui, alors Alex en a parlé tout à l'heure, les blockchains, c'est un monde extrêmement rapide, extrêmement mouvant. On est en pleine transition vers la blockchain j'allais dire neutre en énergie, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, on sort du Bitcoin et donc des difficultés afférentes. Voilà, donc pour l'instant, nous, ça nous semblait pas être une bonne solution que de nous appuyer sur une blockchain publique pour ces raisons-là aussi. Aujourd'hui, mais ça bouge, donc on verra demain. D'accord, bah, super. J'ai une question aussi de Solène Pellegrin.
Je pense que c'est plutôt Jérémy qui pourra répondre. Comment est-ce que c'est possible de garantir que les informations inscrites dans la blockchain ne sont pas falsifiées au moment de leur entrée, c'est-à-dire avant qu'ils soient on-chain sur la blockchain, quoi. Ah, Jérémy, on t'entend pas. Ouais. Voilà, excusez-moi. Ouais, super. Je ne sais pas si le Voilà, c'est mieux bon, on à t'entend. discuter de ça, c'est Julie ou moi. Alors, en effet, c'est pas évident de répondre à ça. À mon sens, en effet, à la rentrée dans la blockchain, il y a une possible falsification. Puisque quand on parle traçabilité, il y a bien un moment où les gens vont devoir rentrer ces éléments. Voilà. Donc, alors peut-être que Julie peut répondre à travers l'application, peut-être, Oui. puisque ce sont des applications spécifiques, j'imagine, où on ne peut pas tricher, qu'on peut. Alors, en fait, la question de la blockchain, c'est une question qui revient très souvent. La blockchain, deux choses. D'une part, elle ne va pas améliorer la qualité des bouts, hein, si je reprends notre exemple, elle ne fait pas ça. Et puis, elle ne corrige pas non plus les données, hein. Donc, si quelqu'un s'est trompé dans une bout de données, la blockchain, elle peut faire des contrôles de cohérence, ou ça c'est possible, mais elle ne corrige pas la donnée. En fait, c'est de la responsabilité de chaque acteur, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que c'était chaque acteur d'une action qui enregistrait sa donnée, qui enregistrait son action dans la blockchain. Donc, je suis un chauffeur d'une société X, j'enregistre. Je suis un agriculteur ou un épandeur d'une société Y, je suis dans mon tracteur, j'enregistre. Si cette personne-là se trompe ou si volontairement elle est mal intentionnée et elle falsifie, j'ai envie de dire, la donnée sera fausse. Ça, c'est vrai. Pour contrer ça, il y a des possibilités de contrôle de cohérence, hein, d'une part dans la blockchain, et deuxièmement, l'autre solution, c'est de passer sur de l'IoT. Donc, plutôt que d'avoir un humain qui va rentrer une donnée avec le biais potentiel, après, il faut encore pouvoir corrompre tous les acteurs, hein, d'une chaîne, mais bon, on ne sait jamais, c'est de passer sur de l'IoT, donc d'avoir des capteurs qui vont enregistrer de la donnée. Je suis sur un pont bascule, c'est le pont bascule, donc le capteur du pont bascule, qui envoie la donnée en blockchain, et non pas l'agent qui est derrière sa guérite, derrière le pont bascule. Voilà. C'est des choses comme ça. Je suis dans le tracteur, c'est le capteur d'épandage qui envoie la donnée et non pas le conducteur. Tout ça, c'est possible. Ça se développe progressivement. Voilà, donc là c'est un sujet, parce que là on arrive à la fin effectivement du webinaire qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais les IoT, ça aurait pu faire aussi l'objet d'ailleurs, lui tout seul d'ailleurs, d'un webinaire, hein, parce que donc, écoutez, 17h, on peut se prendre peut-être quelques secondes éventuellement. Il y a une dernière question Ouais, de une petite dernière Mylène. question de Mylène, justement. Une question, qui est porteur, initiateur de la blockchain? Je pense que tu veux plutôt savoir si c'est comment mettre en place une blockchain dans ton secteur, c'est bien ça? Tu peux me répondre juste dans le chat. En tout cas, la question, oui, c'est bien ça. Donc, comment mettre en place une blockchain dans le secteur du BTP en particulier? Alors, c'est vrai que le secteur du BTP, c'est quelque chose qui se doit au final d'être blockchainisé. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément des compétences dans la gestion des déchets, parce que c'est des domaines assez différents. Je pense que pour les intégrer, c'est un petit peu le processus qu'a fait Suez, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre tout le monde autour de la table, toutes les fédérations du bâtiment, et de pouvoir envisager ça à l'échelle un peu plus, à l'échelle déjà d'un territoire, et développer ça après par la suite. Je ne sais pas si tu peux compléter, Julie, mais je pense que c'est à peu près la même. Oui, alors tout à fait. Bon, le secteur du BTP, tout à fait, c'est un secteur complètement pertinent pour ce genre d'application. Bon, déjà, on peut en discuter en message privé, mais l'idée, c'est effectivement de commencer à voir quels sont les acteurs les plus impliqués et puis d'y aller progressivement, de commencer avec un petit noyau et puis progressivement de fédérer plus large. Et puis en fait, finalement, les gens, ils viennent assez spontanément parce que la problématique, elle est valable pour tout le secteur. Du coup, une fois que vous avez une solution, ça intéresse tout le monde, quoi. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas, Géré, donc pour votre intervention et aussi pour parler de ce sujet qui finalement est très pertinent. L'économie circulaire, on n'y pense pas forcément au niveau de la blockchain, mais il suffit effectivement de voir, je dirais, les impacts colossaux en fait qu'il peut y avoir, hein, et les enjeux aussi surtout en fait, hein.
Et là, vraiment, on rentre dans du cas d'usage. C'est un petit peu l'objectif de WorldCrypt, c'est d'organiser des webinars sur la blockchain et concrètement des cas d'usage, comme je viens de présenter avec Suez, où c'était vraiment, là, c'est du concret. Hein, j'irais donc fermer sur son tracteur et puis voilà, il utilise la blockchain. Voilà, peut-être même qu'il ne sait même pas tout à fait ce que c'est, mais il utilise la blockchain avec son application. Hein. Et puis Jérémy, pareil, hein, il y a effectivement de quoi faire, je dirais, dans le secteur, je dirais, ne serait-ce que la traçabilité, en fait, hein, il y a un enjeu quand même très important. Écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous, merci à Christophe aussi pour sa animation, son information. Et puis, je remercie encore une fois les partenaires médias. Et puis, merci à vous tous et on se retrouve, si vous souhaitez, la semaine prochaine sur un autre sujet qui sera la blockchain et le domaine de l'art. Merci encore à toutes et à tous et puis à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.